pas à l'Académie. Hein, bon. Mais même lui, prix Nobel 1935, on attend, vous voyez, 58, il y a l'année où il meurt. En gros, le raisonnement, c'est de dire, enfin, quand même, il ne faut pas qu'on se ridiculise complètement. Quand même qu'on l'accueille avant qu'il meure, c'est quand même pas encore très très glorieux. Bon. Il y en a un autre qu'on connaît bien, qui est Pierre Auger. Hein, quand même, un des grands noms. Enfin, Pierre Auger est connu dans le monde entier. Chez les Chinois, la Auger, ça s'appelle la Auger. Hein, bon. Pierre Auger, F. Auger 1924, il va être à l'Académie des sciences en 1977. Heureusement qu'il a vécu très 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 vieux, hein, parce que ils ont mis du temps à réfléchir quand même, hein, avant d'accueillir l'Académie. Il devait le nom de l'Académie, mais non, pas chez lui. Bref, j'arrête là-dessus. Donc voilà le travail du laboratoire. Et alors on en arrive à la découverte du neutron. On est toujours sur ce compte rendu de l'Académie des sciences, vous avez compris maintenant. 4 publications, vous allez voir, en bombardant ce qu'on appelait le glucinium à l'époque, en fait du beryllium, qui est l'élément numéro 4, avec donc des particules alpha. Les Joliot Curie constatent l'émission d'un rayonnement qui était très très pénétrant et insensible au champ magnétique. Or, à cette époque-là, une particule ne pouvait pas être neutre. Une particule, elle était forcément positive ou négative. Ça n'était pas possible qu'une particule soit neutre. Or, là, puisque c'était insensible au champ magnétique, c'est donc que c'était neutre. Et si c'était neutre, ça ne pouvait être qu'un rayonnement gamma. Ça ne pouvait être que ça. Dans lequel le rayonnement gamma, c'est le rayonnement électromagnétique, avait été découvert en 1900 par Paul Villard. Donc vous avez 4 publications, je vais vous mettre les 4 d'un coup là. Voilà. Donc vous voyez les deux signent chacun une publication le même jour. Donc sur le rayonnement gamma nucléaire, alors évidemment, dès que vous voyez le rayonnement gamma nucléaire, c'est faux. Hein, d'accord, bon. Sur le rayonnement gamma nucléaire excité dans le glucinium et dans le lithium par la rayon alpha du polonium. Sur l'excitation des rayons gamma nucléaires du bord par les particules alpha. En dessous, émission de protons de grande vitesse par les substances hydrogénées sous l'influence de rayons gamma très pénétrants. Alors on ne voit vraiment pas pourquoi des rayonnements gamma vont éjecter des protons. Bon, alors après on comprend le neutron, si vous voulez, effectivement, boule de billard, hein, comme tout à l'heure, boule de billard contre proton, boule de billard. Bon, bah, le choc, c'est comme la pétanque, hein, où bien, clac, ça éjecte. Donc on comprend qu'effectivement, si c'est particule contre particule, il va bien y avoir une éjection, mais si c'est un rayonnement gamma, on voit vraiment pas pourquoi. Même chose en dessous, vous voyez, donc rayon gamma de très haute fréquence, c'est-à-dire donc très grande énergie, par projection de noyaux légers. Effectivement, quand on faisait les calculs d'énergie émise par ces rayonnements gamma, c'était des énergies faramineuses qu'on n'avait jamais vues. Hein. Alors, il y a quelque chose qui ne colle pas, vous voyez. Donc, vous avez les publications des Joliot, et vous voyez Rutherford, qui était un homme extrêmement intelligent, il fait la bonne hypothèse. Il est d'ailleurs très gentil avec les Joliot. Il dit, écoutez, moi les Joliot, je les connais bien, enfin les Joliot Curie, je les connais bien. Ce sont de très bons expérimentateurs qui nous décrivent des expériences et les résultats, c'est bon. Simplement, c'est l'interprétation des résultats qui n'est pas bon. Et donc, il dit à toute son équipe là-bas à Cambridge, il dit, écoutez, vous arrêtez tous ce que vous faites, vous mettez là sur la manip des Joliot, voilà les publications, vous refaites les publications, et donc c'est Chadwick, en fait, qui, évidemment, il refait les travaux, il retrouve les mêmes résultats que les Joliot, ils avaient bien travaillé, mais il prend comme hypothèse que c'est une vraie particule et que vous n'avez pas un rayonnement gamma, et à partir de là, tout s'éclaire, c'est simple. Et donc c'est la découverte en fait du neutron. Donc on a maintenant les 3 acteurs de la matière en fait. Hein. Là on a avancé par rapport à Démocrite. Hein. Les 3 d'ailleurs sont dans le même laboratoire de physique de Cambridge. Hein. Bon, il y avait l'Institut du radium au départ, mais là bon, il faut reconnaître. Alors c'est vrai que c'est grâce aux travaux des Joliot du départ, grâce à la source de Marie Curie offerte aux Anglais qui avaient pu faire ces découvertes, enfin quand même. Il faut reconnaître à César ce qui appartient à César. Alors, évidemment, les Joliot ne sont pas très contents, quoi, parce qu'ils disent quand même, bon, c'est quand même nous quand on fait des expériences. Bon, et ouais, ils sont fait piquer. Alors, à l'époque, il existait ce qu'on appelle des conférences Solvay, hein, vous avez entendu le parler. C'est les ancêtres, en fait, des congrès internationaux d'aujourd'hui. C'est M. Solvay qui recevait à l'époque les savants du monde entier. Il les invitait à ses frères, hein, il leur payait le voyage de séjour, pour qu'ils confrontent leurs résultats et qu'ils fassent avancer la science. Alors là, vous avez 1911, vous voyez qu'il n'y a qu'une femme, c'est Marie Curie. Alors derrière, vous avez le jeu de Rutherford, là, le moustachu, la cuisse au-dessus, tout jeune. Vous avez Einstein, que vous reconnaissez. Voilà, vous avez les petits jeunes
Et puis vous avez Marie Curie avec Poincaré, là, et bon, vous avez toute la liste. Hein. Donc, alors 16 ans plus tard, ils ont un peu blanchi quand même, mais on a toujours les mêmes, il n'y a toujours qu'une femme, elle est toujours la même, Marie Curie, etc. Donc ils sont tous là. Et puis on arrive à celle de 1933 dont je vous parlais. Alors, bon, c'est un peu triste, c'est la dernière à laquelle assiste Marie Curie. Elle va mourir l'année suivante, et donc c'est la dernière fois qu'elle assiste à une conférence au Mais vous voyez, la relève est assurée, puisque pas très loin, vous la voyez, elle est la cinquième là, en partant de la gauche, mais la deuxième, c'est sa fille, Irène, avec son mari, là, le troisième au-dessus, là, à côté de Perrin, donc qui est là. Donc, puis vous avez une troisième femme, qui est Lise Meitner, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est une physicienne allemande qui travaille avec Otto. Et donc, à ce congrès de 1933, évidemment, c'est juste après la découverte du neutron, donc toutes les publications, les communications portent sur le neutron et les réactions nucléaires. Et les Joliot-Curie donc présentent vous voyez, le résultat d'une expérience qui montre que le rayonnement très pénétrant obtenu lorsqu'on va dans le lumineux alpha, eh bien, ça peut effectivement être un neutron. Ils sont bien d'accord avec Chadwick, mais ils se heurtent à nouveau à la communauté scientifique parce qu'on leur dit attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter là? Quand on bombarde de l'aluminium, hein, c'est l'élément 13 avec l'alpha, donc ça fait 15, on obtient le phosphore. Alors l'aluminium c'est 27, l'alpha c'est 4, donc 27 et 4, 31. 31 si j'ai un neutron, moins 1 ça fait 30. Ça me donne du phosphore 30. Et mes chers amis, qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter? Le phosphore 30 ça n'existe pas. Donc vous êtes en train de nous raconter des bêtises. Ce qui se passe, on sait très bien, nous, par tous les autres, c'est les vieux, la prix Nobel, tout ça, on sait très bien, c'est pas un neutron, c'est un proton. Et vous voyez, si c'est un proton, eh ben 13 plus 2, ça fait bien 15 plus 0, mais ça veut dire 14 plus 1. Donc j'ai du silicium, 14 c'est le silicium. J'ai du silicium 30, et le silicium 30, eh ben, ça existe. Donc, non, on n'est pas d'accord avec nous. Alors, bon, voilà, est-ce qu'on a, voilà, 13 plus 2 égale 14 plus 1, ou bien est-ce qu'on a 13 plus 2 égale 15 plus 0? Bon, alors les Joliot-Curie, ils reviennent un peu à la charge. Peu de temps avant, Anderson avait découvert ce qu'on appelle le positron, qui est une antiparticule, c'est-à-dire l'électron, mais l'anti-électron. Positif, quand l'électron qu'on connaît bien, il est négatif. Or, les Joliot-Curie ont un détecteur qui détecte effectivement ces particules. Donc ils se disent, bon, ils ne veulent pas de notre neutron, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, ben, ils disent, ben, écoutez, voilà, puisqu'on a des traces de positons, eh bien, nous on est sûr qu'il y a un neutron, c'est clair, il y a un neutron, et bien si vous voulez, on va dire qu'on a un neutron plus un positon. C'est-à-dire que, voilà, vous allez être content, parce que si on fait ça, eh bien, on a bien du silicium, mais on a toujours le neutron, et puis ben, il y a un positon. Voilà. Et comme ça, ben, voilà, tout le monde est content. Alors, est-ce que c'est ça, ou encore toujours on est à la conférence Solvay, c'est l'incrédulité générale. Dans leur mémoire, vous voyez Frédéric et Reine Joliot-Curie en 1951 qui racontent tout ça, disent finalement, la grande majorité des physiciens présents ne crurent pas à l'exactitude de nos expériences. Seuls Bohr et Pauly nous apportèrent des encouragements. Alors bon, ça veut dire, vous savez, les vieux chercheurs, là, quand ils veulent être gentils avec des petits jeunes qui présentent des trucs et puis qui viennent de se faire ramasser, on dit oh allez c'est bien, il ne faut pas vous inquiéter, allez vous êtes petits jeunes, vous allez reprendre ça. Bon, c'est exactement ce que font Bohr et Pauly avec les Joliot-Curie. 11 janvier 1934, 15. Bon, Raquel Bernard qui a raconté cette histoire. Alors Joliot, donc il est rentré à Paris, il reprend donc ses expériences, c'est-à-dire que il bombarde avec des alphas d'aluminium. Alors pour que sa source alpha arrive jusqu'à la feuille d'aluminium, il fait le vide évidemment dans son enceinte pour permettre à l'énergie cinétique des alphas d'arriver jusque-là. Il a son détecteur de positons qui se met à crépiter, bon, et puis il fait ses mesures, tout ça, bon, et puis il dit bon ça va, j'en ai assez,
le soir il est pris, hein, et avec Irène, il sort. Donc il ne peut pas rester comme ça pendant. Donc il augmente la pression pour retomber en dessous du seuil d'occurrence de la réaction, c'est-à-dire que les alphas n'arrivent plus jusqu'à la loupe. Mais le compteur, alors que la manip est arrêtée, le compteur continue à crépiter. C'est-à-dire que Joliot, en fait, c'est ce qu'il disait, il a laissé la porte ouverte. Joliot disait toujours, il faut laisser la porte ouverte quand on fait de la recherche. C'est-à-dire, on est en train de chercher quelque chose, après tout on cherche quelque chose que personne n'a vu, donc il faut se donner les moyens de trouver autre chose. Il faut laisser la porte ouverte. Normalement, arrêtant l'expérience, Joliot aurait dû arrêter en même temps son détecteur, puisqu'il n'y avait pas de raison que ça continue, ça s'arrête. Mais il faut laisser la porte ouverte. Et c'est là qu'il s'aperçoit que le compteur il continue à enregistrer les positons, alors que le bombardement a cessé, comme si on avait créé en fait un nouveau corps à l'intérieur de la lumière, et il s'aperçoit même que cette émission, elle décroît avec le temps, exactement comme un phénomène de radioactivité. Mais là, on n'a jamais vu de radioactivité là-dedans, c'est pas possible. Hein? Alors, il devait s'absenter, vous le voyez, et puis il y avait un jeune physicien allemand, un jeune étudiant, Gentner, qui avait été, on peut dire, recueilli par Marie Curie, parce que le pauvre, avec tout ce qui se passait là-bas en Allemagne, il n'avait plus de bourse, il n'avait plus rien. Marie Curie, elle s'était défoncée pour lui trouver quelques crédits. C'est important avec ce que je vais vous dire dans un instant. Et ils disent à Gentner, est-ce que tu ne peux pas vérifier le fonctionnement du compteur, hein, parce que si vraiment il marche, alors là, c'est le prix Nobel. Et le lendemain, il trouve un mot, vous voyez, et bien le détecteur fonctionne parfaitement. On est donc le 12 janvier, vendredi 12 janvier, les Joliot-Curie viennent de faire en fait deux découvertes majeures. Ils viennent de démontrer qu'il est possible de provoquer artificiellement une radioactivité dans des matériaux stables, dans des éléments stables. Et puis ils viennent de découvrir un nouveau type de radioactivité, émetteur ou émettrice de positons, donc bêta plus. Alors jusque-là on parlait de bêta, parce qu'on savait que c'était des électrons, émission d'électrons, bêta. Et d'un seul coup, bêta est devenu bêta moins, parce qu'il y avait une autre radioactivité bêta qui était bêta plus. Ils vont avoir le prix Nobel de chimie en 1935 pour ça. Alors en fait eh ben, il y avait deux réactions successives, il n'y en avait pas qu'une. D'abord, il y avait bien le neutron, il avait bien raison, il y avait bien le phosphore 30. Jusque-là, il n'existait pas, mais à partir de ce moment-là, ben, il existait. Il venait de le créer. Et ce phosphore 30, il se désintégrait en émettant un positon et en donnant du silicium 30 qui est bien. Alors, on peut s'interroger pourquoi ils ont le prix Nobel de chimie alors qu'ils viennent de faire, comme d'ailleurs Marie Curie à l'époque, une découverte de physique. Alors tout simplement parce que vous avez vu tout à l'heure quand même, ça leur était resté un peu en travers que la découverte du neutron, qui était à partir de leurs expériences, ils soient passés à côté, quoi. Oui, mais on sait très bien que dans les congrès, si vous faites des communications sur sur quoi vous êtes en train de travailler, vous pouvez vous faire piquer, évidemment, vos communications. Donc, en général, vous savez, dans les congrès, on parle de choses qu'on a fait il y a 3-4 ans, mais pas du tout. Et donc, je me souviens, avec mon collègue Alain Guy, souvent j'ai la chance qu'il soit là, il est témoin, hein, c'est au bar de l'hôtel le soir qu'on apprend les choses. Hein. Au troisième whisky, quand vous discutez avec les collègues étrangers, là, on commençait, hein, moi j'ai légué mon foie à la recherche scientifique, hein, et il doit se souvenir, l'Italien s'appelait Valentine, je ne sais pas si vous vous souvenez, et d'un seul coup, il se met à raconter, la veille, il me disait, il ne comprenait rien à ce qu'on disait, il fallait lui écrire les molécules, machin, et puis là, au troisième whisky, il nous disait, bref, ça fait 3 ans que je regarde dessus, hein, voilà, on apprend les choses. Hein, mais autrement, on ne comprenait rien. Hein, bon. Donc, il faut faire attention, quoi. Hein. Alors, c'est vrai aussi que, vous avez vu, phosphore 30, personne ne voulait en entendre parler, que c'était du phosphore, donc il fallait l'identifier de façon chimique. Il n'y a que comme ça qu'on identifie un élément, et qu'avec 3 minutes 15 de période, et au bout de 3 minutes 15, il en reste la moitié, au bout de 6 minutes 30, il en reste le quart, etc., ça se débobine vite, il faut aller vite. Et c'est grâce à toutes ces méthodes que Marie Curie avait mis au point à une époque et qu'elle avait transmis, en fait, donc, à ses enfants, on les appelait comme ça, Irène, la fille de son gendre, qu'ils avaient pu rapidement faire cette séparation. Alors, clin d'œil au collègue, ça c'est assez amusant aussi, vous voyez, le petit jeune que vous
c'est Lorentz, Ernest Lorentz. C'est l'Américain qui a fabriqué le premier cyclotron. D'ailleurs, on a donné son nom à un élément, l'élément 103 s'appelle Laurentium, c'est lui. Et dans la publication, Joliot écrit, quand il parle donc, de sa découverte d'avoir créé une nouvelle radioactivité, il est sans doute possible de créer d'autres radioéléments en bombardant des corps avec des deutons, par exemple. Les deutons, c'est des noyaux de deutérium, un noyau où il y a un proton et un neutron collés. Donc la publication arrive en Amérique, chez Lorentz. Elle est découverte par un jeune chercheur du laboratoire qui, évidemment, va montrer ça à son patron. Il dit, les chefs, regardez, là, Lorentz dit ça. Et Lorentz dit, quand Joliot écrit ça, il pense à moi, puisque je suis le seul sur la planète à être capable de bombarder avec des deutons, grâce à mon cyclotron. Donc quand il écrit ça, il pense à moi. Alors il regarde les expériences qu'il faisait, etc. Puis il s'aperçoit qu'il y avait effectivement longtemps qu'il faisait le même type d'expérience que Joliot, mais quand il arrêtait ses expériences, son cyclotron, etc., clac, il débranchait tout d'un coup, y compris les détecteurs. Alors il dit, c'est pas vrai, j'ai pas été aussi bête que ça, c'est pas possible. Donc il met ce détecteur sur un autre disjoncteur, il fait sa manip, il arrête d'un côté, et il voit que, effectivement, les détecteurs continuent à compter. Simplement, lui, il a fermé la porte. Voilà. Et donc, il est passé à côté de la découverte. Et comme quoi, ça tient effectivement à peu de choses, de temps en temps. Alors, j'ai mis là un clin d'œil plutôt sinistre de l'histoire. Vous retrouvez Wolfgang Geithner. Donc, effectivement, bon, alors on arrive en 40. Là, je fais juste une petite parenthèse. Et puis, l'administrateur du Collège de France, c'est comme l'administrateur ici du Conservatoire national. Vous avez des professeurs titulaires de chaire et il dit à ceux qui sont restés en France, ceux qui ne sont pas partis, il dit écoutez, il faut justifier votre paye, il faut revenir travailler au collège. Ce que d'ailleurs ils font tous sans aucun problème. Ça gêne évidemment les Allemands qui sont à Paris, vous le savez à ce moment-là, et qui disent ah oui, mais attendez, Joliot, il ne faudrait peut-être pas quand même qu'ils reprennent ses travaux en physique nucléaire, parce que faut qu'il fasse de la recherche pure, mais sans but militaire. Et donc, il fallait surveiller Joliot. Qui est-ce que les Allemands envoient pour surveiller Joliot? Un jeune physicien qui le connaissait bien, qui parlait bien français, qui était compétent, et ils lui mettent Geithner dans les bases. Voilà comment Geithner se retrouve à surveiller Joliot. Donc, ça n'a pas empêché Joliot de s'engager dans la résistance en 1941, et même de participer à l'insurrection de Paris. Alors, l'histoire, l'histoire elle est bouclée, ça y est. C'est-à-dire que donc, Becquerel pensait que c'était sur l'uranium, Pierre et Marie Curie sur les descendants, jusqu'au corps Bismuth, et les enfants montrent que ça touche tous les éléments sans exception. Alors quand même, Marie Curie, vous voyez, j'espère que vous penserez à elle, tiens, dimanche, ça fera les 100 ans qu'elle aura fait son deuxième